ravi de t'accueillir dans ces nouveaux locaux. On est situé en plein centre-ville de Toulouse, entre vraiment la place du Capitole et Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent. C'est splendide. Et on a voulu créer un espace plutôt collaboratif, destiné à des entreprises, des entrepreneurs. Donc on a plusieurs salles de réunion, des bureaux privés. Et là, tu te retrouves dans notre salle Concorde, c'est notre salle un peu phare, qui est un petit peu atypique. Donc ici, des conférences, des formations, j'imagine. Des séminaires, D'accord. des réunions professionnelles, effectivement. Donc tout un tas de prestations possibles avec des repas, des petits déjeuners, etc. Donc c'est le dernier bébé en date. Exactement. Une longue liste. Ouais, une fierté. Donc on va repartir dans les années 80 et tu vas nous expliquer tout ton parcours. Ça te Avec, va ? avec grand plaisir. Allez. Bonjour Johan, ça y est, on se retrouve dans les années 80. Tu es à Lafayette Workspace, situé à Toulouse Centre, juste à côté de la place du Capitole, dans tes locaux. Donc on va repartir dans les années 80, aux prémices de cette carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu es, d'où es-tu déjà, Ouais. et la place de l'investissement, voilà, des choses comme ça, au sein de ta famille lorsque tu es enfant? Déjà, merci Alex de l'invitation. C'est pas un exercice facile et simple, je pense. C'est mon premier podcast, donc je suis content d'inaugurer ça aussi avec toi. Pour parler un petit peu de mon parcours, je vais commencer par me présenter. Donc, Yohan Benabed, j'ai 40 et quelques années. On va arrondir à 40, 42. On compte plus, je crois, à partir de 40 Voilà, on ans. ne compte plus. Beaucoup d'expérience, on va dire. Voilà. On va plutôt le traduire comme ça. Je suis marié depuis plus de 20 ans. Enfin, je suis en couple depuis plus de 20 ans, marié depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai une petite fille qui s'appelle Jade, qui a 7 ans. Je suis natif d'Aire-sur-la-Dour, donc petit village dans les Landes, plutôt dans les terres, pas sur la côte, mais plutôt dans les terres. J'ai fait mes études là-bas jusqu'à mon bac plus 2, donc un BTS en productique mécanique. Donc, à l'issue de ce parcours scolaire, je n'avais pas encore envie de rentrer dans la vie active. Donc, j'ai poursuivi une année d'études sur Bordeaux avec une alternance. Donc, ça, c'est ce que je trouve chouette dans les études, on va dire, un peu plus évoluées. C'est qu'on peut aujourd'hui mêler à la fois les études et l'expérience professionnelle. Donc, Tout à fait. ça a été une belle expérience. Et donc, j'ai fait cette alternance avec un sous-traitant d'Airbus à Toulouse. Donc, je faisais une semaine, grosso modo, à Bordeaux et 3 semaines en entreprise pour Airbus parce que j'étais vraiment sur le site d'Airbus. Donc, sur la partie montage voilure, donc les ailes qu'on arrive à monter sur le tronçon. Et je faisais toute la partie un peu process et outillage sur cette partie-là. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Au fur et à mesure de l'expérience acquise, je me suis rendu compte que je faisais à peu près le même métier qu'un ingénieur. Donc il m'a pris l'idée et l'envie d'avoir le diplôme, de le confirmer par un diplôme. Donc j'ai fait des études en cours du soir et week-end, donc avec l'IAE de Toulouse justement. Et donc pour avoir ce fameux master qui me donnait droit, on va dire déjà à une rémunération et un statut différent, tout en faisant approximativement le même travail, quoi. Donc j'ai toujours eu cette volonté, en tout cas, certainement d'apprendre, de progresser. Ça, c'était peut-être une étape importante justement dans nos développements futurs, quoi. Donc là, on arrive dans les années 2010 à peu près. Je quitte Airbus pour monter une entreprise avec un ami. On avait un concept en tête un peu de communication, d'agence de communication et d'événementiel. On a créé dans les Landes, sur Aire-sur-la-Dour, plus exactement, où donc là, on a commencé à toucher du doigt le métier ou le concept d'entrepreneur. Et on a développé cette activité-là tous les deux pendant près d'une dizaine d'années. Entre-temps, pour ne pas perdre le fil rouge, entre-temps, j'avais rencontré Ludovic Vendetti donc, dans les années Airbus, avec qui j'étais resté en contact.
et qui, suite à la fin de ma période Agiconcept, donc agence de communication, m'a recontacté pour créer un concept un peu 360 autour de l'immobilier et du patrimoine. Donc, c'est pour ça que je l'ai rejoint. Il m'a convaincu de la méthodologie, du concept, et lui n'avait pas forcément le temps de s'occuper du montage de la structure, de côté administratif, côté communication, etc. Pour autant, il avait déjà un panel de clients assez important à s'occuper. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en gros, c'est un peu, on a un bon produit, mais il n'y a pas l'emballage. Donc, bah, il fallait que je fasse le bon emballage, tu vois, autour du produit. Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui depuis 6 ans maintenant, depuis 2019. On a créé ça et on est parti de 3 associés, donc avec Michael Desportes, qui était mon ancien banquier pour la Et on y petite anecdote. reviendra sur tout ça parce qu'il y a effectivement cette Plein de choses, association, mais il y exactement. a beaucoup de choses à décortiquer là-dessus. Et donc, on en est là aujourd'hui, 6 ans après le montage de cette structure. Alors, je dirais 7, c'est plutôt un groupe, puisqu'au final, il y a plusieurs structures qui sont mêlées. Et avec une trentaine de collaborateurs, des bureaux bah, très sympas, comme tu peux le voir. Tu peux en voir une partie déjà derrière. Voilà où on en est aujourd'hui, et avec d'autres projets encore en tête, des choses encore à développer sur les années futures. Ton rapport à l'immobilier, c'est un sujet qui va nous intéresser sur Bien cette sûr. interview en partie, hein. Donc tu rejoins ce qui va s'appeler donc le cabinet OGP par la suite. Ouais. Donc initialement le projet de la part de Ludovic, ton nouvellement associé à ce moment-là, c'est de mettre en place ce cabinet par la communication, par les outils de développement. Mais ton rapport avant ça à l'immobilier, est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, mon rapport à l'immobilier, on va dire, si je parle de l'immobilier famille, je suis plutôt hmm. dans une famille assez modeste, propriétaire de sa résidence principale uniquement dans un premier temps. Et puis, petit à petit, mes parents étant artisans, se sont aperçus ben, de la problématique du rapport à la retraite, on va dire. Donc, ils ont commencé à anticiper tout cela en faisant quelques investissements immobiliers. Donc, je suppose que ça m'a donné un petit peu d'appétence là-dedans. Parallèlement à ça, donc, lors de l'activité d'Agiconcept, mon associé, donc Arnaud, avait cette appétence aussi. Il y a un rapport assez fin par rapport à l'immobilier et a souhaité, en parallèle de nos activités, commencer à développer un peu le côté investissement locatif sous format SCI, etc. Donc, on a divisé un petit peu nos tâches. Moi, j'ai repris un peu la partie administrative, la partie communication, etc. pleinement. Lui, n'ayant plus trop de clients à aller chercher, puisque moi, j'étais un peu full, s'est occupé d'aller justement faire de la recherche foncière pour développer une sorte de patrimoine immobilier. Donc, c'est parti de là. On y a pris goût. On s'est retroussé les manches parce que ben, au détriment de ce qu'on voit passer sur Internet. L'immobilier, c'est pas si évident que ça. Il faut être formé, faut y mettre les mains dedans. Il faut voir le côté financier, peut-être qu'on en parlera aussi. Mais on n'a pas eu peur, en tout cas, de dénicher la bonne pépite, de la valoriser. Donc, c'était vraiment notre modèle, hein. On prenait des choses qui étaient à réaliser avec beaucoup de travaux pour pouvoir justement amener une valeur locative derrière et pour pouvoir après faire l'effet boule de neige lors de la revente et pouvoir racheter d'autres biens par la suite. Donc voilà le rapport par rapport à l'immobilier plutôt investisseur locatif qui m'a vraiment happé et qui m'a permis aujourd'hui bah, de générer un patrimoine assez conséquent, euh, plusieurs millions d'euros de crédit. Alors je ne suis pas tout seul bien sûr, mais c'est ce qui permet aujourd'hui, je pense, d'anticiper son avenir et de mieux, d'être plus serein en tout cas, justement pour les années retraite ou autre, quoi. On y reviendra bien évidemment tout à l'heure. La place de l'entrepreneuriat euh, dans ton environnement d'enfants, d'adolescents, est-ce qu'il y a des entrepreneurs autour de toi? Parce que lorsque tu sors de l'école, donc tu valides un BTS, tu vas travailler dans une branche d'Airbus.
c'est ça. À Toulouse, c'est extrêmement fréquent d'avoir des arbusiens, comme on aime les appeler, et généralement, quand ils y sont, ils y restent. Alors, c'est pas une majorité, hein, enfin, c'est pas une fin en soi, mais disons que de manière générale, les gens y restent. En sortir pour devenir entrepreneur, est-ce que tu avais déjà cette petite graine dans ta tête au moment peut-être de ton enfance ou adolescence? Alors, je pense que j'ai jamais trop voulu avoir un métier dans une usine. J'ai toujours eu des stages, des choses comme ça dans une usine. Et je me suis toujours dit, moi, jamais je bosserai à l'usine. Bon, ben, ce qui est arrivé finalement avec Airbus. Pour autant, je crois que j'ai toujours eu en tête de ne pas continuer dans ce domaine-là. Maintenant, je cherchais plus ou moins aussi ma voie. Je pense que l'immobilier m'a quand même clairement attiré. Le métier de la communication, de l'événement m'a clairement aussi animé. Parallèlement à ça, on avait une association caritative où généralement c'est moi qui faisais les affiches, on mettait en place les événements, etc. Donc je pense que ce domaine-là m'a toujours attiré, m'a toujours plu, au détriment de l'industrie, même si honnêtement je suis très content d'être passé par cette case-là, parce que j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les process. Il y a beaucoup de moyens Airbus, donc j'ai pu découvrir pas mal de technologies. Donc c'était très enrichissant, en tout cas pour moi, pour la suite. Et d'ailleurs, on le voit, c'est ce qu'on essaye d'amener aussi dans l'immobilier, un milieu un peu plus archaïque, entre guillemets. Et on voit qu'il y a pas mal de choses de l'industrie à reporter justement dans des métiers de service aussi. Donc, Bien sûr. euh, donc une belle, en tout cas, expérience. Et pour répondre à la question, euh, des entrepreneurs, pas forcément, mais voilà, mes parents étaient artisans, donc je les ai jamais vus avec une fiche de paye. Mes grands-parents, plutôt agriculteurs. Enfin, moi, j'ai toujours une famille, en tout cas, pas de salariés autour de moi, à proprement Plutôt dit, indépendante, quoi. plutôt indépendant et plutôt à vouloir rouler sa bosse et maîtriser finalement son avenir. Donc, je pense que c'est ça qui m'a bercé depuis mon enfance, quoi. Et souvent, on dit, ouais, la meilleure façon de prédire son avenir, c'est de le créer. Et je Le pense que créer. ça, ben, les personnes autour de moi l'avaient bien compris. Et je pense que c'est ce qui m'a ouais, effectivement peut-être amené aujourd'hui à être un peu plus entrepreneurial, ou je ne sais plus comment on dit exactement, mais euh, je pense que c'est ce qui m'a amené là-dessus, quoi. Donc, l'aventure commence, donc si je calcule bien, 2019, avec ce qui deviendra le cabinet OGP suite à cette association, donc avec ton ancien banquier. Alors, quand tu dis ancien banquier, ça m'interpelle, hein, c'est parce qu'il est lié à tes comptes perso ou tes investissements? C'est quoi l'histoire exactement? Alors, il faut savoir que donc, Michael travaillait donc, pour un établissement bancaire et Ludovic lui confiait des dossiers de demande de financement, donc D'accord? passé par Michael pour la partie un peu courtage de crédit. Et quand j'ai monté, on va dire, quand j'ai fait la construction de ma maison, de ma résidence principale, j'ai confié mon dossier de crédit à Ludo et c'est lui qui l'a amené derrière auprès de Mika, donc avec qui j'ai tissé des relations, on va dire, professionnelles sur le côté financier. Et puis, quelques temps après, Mika a rejoint Ludo. Et ensuite, ben, j'ai rejoint cette équipe-là, Mika et Ludo. Donc, c'est comme ça que je connaissais déjà plus ou moins Michael, quoi. D'accord. Alors, comme quoi, en fait, les rencontres, que ce soit dans le milieu privé ou professionnel, peuvent nous amener parfois sur des aventures insoupçonnées, quoi. Bah, je pense que justement, le fait de s'être associé en connaissant les gens, ben, c'est là où on voit les forces et les faiblesses de chaque personnalité. C'est là où on voit les compétences, on voit les complémentarités. Et à mon Exactement. sens, c'est ce qui fonctionne. En tout cas, c'est jamais simple de s'associer. Mais dans ce cadre-là, de cette manière-là, ben, c'est quand même beaucoup plus simple, effectivement, de connaître les gens et puis de connaître leurs compétences pour pouvoir avancer plus sereinement, quoi. L'association, j'aime à dire que c'est un mariage. Ouais, c'est un mariage avec des hauts et des bas, voilà, comme dans tout mariage. Euh, Maintenant, quand on y met des règles, quand on impose, on va dire, une vision, il y a une vision d'entreprise, hein. Quand on a la même vision, souvent dans les mariages, hein, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'à un moment donné, chacun a une Le vision chemin, différente et les chemins se séparent. Mais voilà, je trouve que dans le domaine de l'entreprise, euh,
chacun a ses responsabilités, chacun a sa vision et quand ça se rejoint, ben, c'est là où ça fonctionne. Après, bien sûr, il y a le côté financier, investissement, il y a le côté énergie que l'on va y mettre. Moi, ce que j'aime bien dans le côté association aussi, c'est que on peut avoir aussi des coups de mou, hein. Les entrepreneurs ne sont pas tous euphoriques et on sont tous à 1000%, mais quand on a un petit coup de mou, quand on a peut-être des choses perso qui nous agacent, etc. à côté et qui au quotidien ne sont pas faciles à gérer, bah, c'est là où Si prennent le relais, quoi. personne peut prendre le relais, effectivement. Donc, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a toujours animé. J'ai toujours aimé les choses partagées. Comme je dis, moi, je suis incapable d'aller voir un film au cinéma tout seul. C'est impossible pour moi d'y aller. Il y a beaucoup qui le font. Mais moi, j'aime bien vraiment ce côté partage et pouvoir justement, après un film, pouvoir discuter ou pouvoir aller boire un coup, manger, etc. Donc, c'est ce côté-là qui m'anime, en tout cas, aussi sur le côté entreprise, quoi. Justement, l'association, c'est quelque chose que tu vis depuis tes débuts dans l'entrepreneuriat, puisque la première société en communication, donc tu as eu Arnaud, avec qui tu t'es associé. Ouais. Aujourd'hui, Mickaël et Ludovic pour OGP ainsi que d'autres activités, on en parlera tout à l'heure. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites maintenir dans l'avenir pour les nouveaux projets ou est-ce qu'un jour ou l'autre, un solopreneur pourrait Solopreneur. t'intéresser? Écoute, je sais pas, parce que les envies d'aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes que les envies de demain. Une chose est sûre, c'est que euh, je vois les bénéfices et les effets finalement d'être associé. Je pense que c'est très dur aujourd'hui d'être solo entrepreneur Mm. euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Très clairement, on est dans un pays où c'est quand même très compliqué au quotidien de mener sa barque tout seul. Le Complètement. côté associatif pour ça et je pense euh, donne vraiment une meilleure vision de l'avenir. On est un peu plus posé, on partage beaucoup plus de choses, on peut avoir des doutes, on peut avoir des pistes de réflexion, mais le faire ensemble, je pense que ça nous amène beaucoup plus de valeur ajoutée au final. Et je Je pense suis aussi que d'accord. le fait d'être dans des valeurs du sport, moi je suis très dans le sport et plutôt le sport co, puisque j'ai fait pas mal d'années de foot. Euh, je fais du paddle en ce moment et je vois que le côté équipe, il est très important et des fois, ça prime vraiment sur la performance individuelle. Donc, c'est vraiment ce qui m'anime et je trouve que voilà, on répartit les tâches, on répartit aussi les risques, il ne faut pas se leurrer. Dans le domaine de l'investissement locatif, c'est la même chose. J'ai pas mal de structures avec sous format SCI, sous format SARL, où je suis finalement associé avec des gens et chacun a plus ou moins sa tâche. Notamment il y a des dossiers de financement, quand il y a des travaux, quand il y a la gestion locative, etc., etc., on arrive finalement à se répartir les tâches et puis on peut se dire, ben, je peux partir une semaine, 15 jours, 3 semaines, j'ai quelqu'un qui va prendre un petit peu le relais aussi, quoi. Bien sûr. Donc, on est un peu plus tranquille aussi là-dessus, quoi. Alors, moi, j'ai la réponse, mais je vais te poser la question pour que tu puisses exposer tout ça aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Ouais. Euh, OGP, quelle est la motivation initiale et quel est votre quotidien aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Déjà, OGP, ça veut dire optimisation, gestion de projet. L'idée globale d'OGP, c'est d'avoir une vision complète à 360 vraiment de l'immobilier, mais aussi du monde de la finance, de l'optimisation fiscale. En gros, faire un projet, c'est bien, mais il y a toujours une manière de le faire plus optimisé. Et c'est l'idée qu'il en ressort d'OGP. Donc, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est de pouvoir donner cette envie aux gens, alors soit des collaborateurs, soit des clients, de pouvoir les amener finalement à se diriger vers un futur meilleur, mais de manière sécuritaire aussi, quoi. On dit toujours que l'immobilier, c'est un risque. Pour pallier à ce risque, ben, on va faire en sorte que on va voir déjà si la base de la situation professionnelle, matrimoniale, etc., est saine. Si ça ne l'est pas, on a des choses qu'on peut remodifier et on peut après développer le patrimoine des gens de manière
sécurisé et en fonction des volontés et des besoins des gens, puisque tout le monde ne souhaite pas faire l'investissement locatif. Euh, mais on va essayer d'anticiper pas mal de choses. Ça peut être même de la succession. Donc après, il y a de l'immobilier aussi loisir. On a plein de choses autour de l'immobilier finalement. Donc ça, c'était l'idée générale. Après, ce qui s'est dégagé autour de tout ça aussi, c'est l'envie de développer ce concept et de dépoussiérer ce métier d'agent immobilier qui est très décrié parce qu'il est très accessible avec très peu de formation. Et c'est normal que les gens finalement tapent dessus quand ben, le métier n'a pas été bien fait. Donc, c'est cette volonté-là aussi autour du projet, du concept OGP, de pouvoir améliorer, on va dire, la vision de l'agent immobilier, et donner peut-être même la vision de l'agent immobilier de demain. Des fois, on a des notaires de famille. Moi, je rêverais d'avoir un agent immobilier de famille. C'est un peu ce que je dis, c'est que ma réussite, ça serait de pouvoir m'occuper des enfants de mes clients. Donc ça veut dire que j'ai tissé une relation saine et que j'ai pu une relation de confiance avec le client et qui derrière va lui conseiller à ses enfants finalement de passer par moi parce que ce qu'il a fait, ben, finalement, ça porte ses fruits. Donc, c'est un peu l'idée qu'on en a. Et puis, avec cet objectif ben, de pouvoir former des gens, de pouvoir les aider à justement à retranscrire un petit peu notre message parce que ben, tout seul, évidemment, on ne pourra pas le faire. Et aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse transmettre ça et que ces collaborateurs-là puissent à leur tour le transmettre à leurs clients, quoi. Porter un peu plus la voix d'OGP de manière plus régionale et peut-être nationale un jour, on ne sait jamais. J'imagine bien ça. Si je vulgarise, pour la personne qui nous écoute, est-ce que tu serais d'accord avec le fait que OGP recentre finalement toutes les compétences que aujourd'hui, au fond, ont à la fois les agences immobilières, le notaire de famille, le stratège, donc on appelle ça en général gestionnaire de patrimoine. Euh, et à ça s'ajoutent peut-être aussi des compétences en banque et en assurance. Est-ce que pour vulgariser, pour la personne qui nous écoute et qui n'est pas dans ce milieu de l'immobilier de manière générale, est-ce que c'est une définition voilà, assez, assez vulgaire, mais est-ce que tu serais d'accord avec cette multi-compétence-là? C'est complètement cette vision-là qu'on en a en tout cas. Euh, Soit on dit qu'on est un petit peu des médecins généralistes quelque part de l'immobilier, et une fois qu'on a détecté qu'effectivement il y a un besoin particulier sur telle ou telle chose, on va pouvoir diriger vers des personnes compétentes. Voilà. Si on voit que les personnes ne sont pas mariées, mais ils achètent un bien, on va leur parler du risque parce qu'il y a des enfants Sûr. derrière et qu'il n'y a pas mieux que le mariage pour se protéger, on va dire, de ce risque-là. Mais ce n'est pas nous qui allons derrière faire ou un testament avec le Pax, etc. Donc, on va Hmm. rediriger finalement vers le notaire. Quand on va avoir des professionnels avec des bilans comptables, peut-être qu'il y a à optimiser, à améliorer, on va rediriger après vers le comptable qui va pouvoir rejouer un petit peu avec les chiffres. Donc, effectivement, on est un petit peu le chef d'orchestre de tous ces organismes et tous ces métiers, mais on va pouvoir définir une stratégie en fonction du besoin du client. Et ce que l'on fait pour les clients, ben, finalement, on se les fait déjà nous-mêmes. Donc, on a toute cette légitimité, puisque ben, moi, très clairement, hein, je suis parti de zéro, de rien. J'ai commencé, comme tout le monde, à travailler dans la vie active avec un salaire on va dire, assez moyen, hein, même en dessous de la moyenne des salaires français. Et pour autant, ben, je ne me suis pas servi que du salaire pour développer un patrimoine. On a pu mettre en place voilà, des stratégies pour commencer à investir et faire cet effet, on va dire, boule de neige, parce que ben, à un moment donné, il faut savoir vendre, se délaisser de certains biens pour aller chercher d'autres biens encore plus gros, etc., etc. Et pour aujourd'hui, voilà, à 40 et quelques années, avoir presque plus de 4 millions d'euros de crédit tout cumulé, c'est quand même assez conséquent, alors qu'au final, cet argent, je ne l'avais pas du tout. Donc, c'est cette culture du crédit. Souvent, je dis le crédit, c'est la vie, je dis souvent. Oui, mais bien C'est la sûr. vie, mais c'est aussi une Et c'est une assurance. assurance vie. Voilà, voilà. Et une assurance. Et alors, ce qui est super, on va dire, c'est qu'en plus, on a ben,
les locataires qui finalement nous payent ces crédits, quoi. Donc, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire l'immobilier euh, en valorisant les biens parce que ben, au-delà de ça, on apporte un logement à des locataires. Et Complètement. j'ai tellement vu de logements insalubres, etc., que ben, moi, j'ai cette volonté aussi d'avoir des biens qui sont très propres, où j'ai pas grand-chose, on va dire, à redire à la vente. Et du coup, ben, je suis content aussi de participer à la rénovation énergétique, comme on le voit en ce moment, et on va dire à un confort de vie aussi pour ces locataires. Donc, c'est tout cet effet-là, en tout cas, moi, qui m'anime au sein de cette vision d'OGP et qu'on essaye, voilà, effectivement, de retransmettre à nos collaborateurs aussi, quoi. Donc, vraiment une vision globale et qui fonctionne pour le coup parce que bah, ça fait quelques années maintenant qu'on la partage et on voit que ça fonctionne. On arrive à attirer de plus en plus de collaborateurs aussi chez nous parce que on sent que cette vision-là, c'est une vision d'avenir, quoi. Bien sûr. En parallèle de ce développement d'agence, donc tu développes aussi en parallèle de ça des outils Mm. qui permettent aux consultants immobiliers de demain de pouvoir faciliter à la fois son travail au quotidien, mais aussi le conseil qu'il transmet à ses clients. Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui ou est-ce que c'est encore un projet secret? Il y a Alors, deux projets, il me semble. il y a plusieurs projets. Alors, bon, il y a des projets qui sont plus palpables, puisqu'on a le centre de formation qui est sorti, qui s'appelle SOAPI. Alors, SOAPI, ça veut dire solution appliquée au projet patrimoine immobilier. Donc, avec cette volonté-là, justement, de pouvoir former des gens peut-être en reconversion professionnelle. On a mis en place des sessions là pour 2025 pour les gens en reconversion professionnelle avec des stages en entreprise ou en agence. On a des simulateurs, on a créé des simulateurs en interne pour pouvoir aider nos collaborateurs quand ils sont en face à face avec un client pour pouvoir mieux déterminer une capacité d'emprunt, une charge de crédit, une mensualité ou tout simplement un rendement locatif. On s'aperçoit que ce sont des calculs qui sont des fois un petit peu compliqués surtout quand on fait intervenir de la fiscalité autour, etc. Donc, on a commencé petit à petit. Hein, on était sur du fichier Excel au tout départ. Hein, et puis après, on a développé nos propres simulateurs, nos propres calculettes. Et on s'aperçoit que les gens les utilisent, les collaborateurs en ont besoin sur le terrain. Du coup, on a cette idée de développer cet outil-là de manière plus formelle, qui soit accessible par tout le monde, sous forme d'abonnement, parce que c'est ce qui marche en ce moment aussi, qui soit accessible sur Internet directement. Donc, bon, je vous le dis, voilà, ça s'appellera OPOP. OPOP parce que ça veut dire on peut pas. Aujourd'hui, on est C'est une sur une avance, exclusivité là. c'est une exclusivité en off. Donc, la création d'OPOP qui devrait arriver fin du premier trimestre 2025 avec une mise en test, etc. etc. Et ça, c'est une autre forme de développement d'entreprise. Mais tu vois qu'on a décliné et finalement, On se on est cale. toujours dans le même domaine. On est toujours, voilà, je pense, impliqué dans ce secteur de l'immobilier. Mais on voit qu'il y a tellement de choses à apporter que, à notre petite échelle, on va essayer de pouvoir amener d'autres outils plus performants pour améliorer le quotidien aussi de tous les conseillers immobiliers, quoi. Et C'est finalement de quelque... tout le monde parce que c'est les acheteurs, c'est les vendeurs qui sont Ah, derrière, mais qui vont en complètement. bénéficier, quoi. C'est ce qu'apprécierait notamment Alec Henry, qui est un entrepreneur, qui est dirigeant de entrepreneurs.com, et ainsi qu'Anthony Bourbon, c'est qu'on scale son activité. C'est-à-dire qu'on part d'un point zéro et tel une petite coquille d'escargot, on essaye C'est d'amener des exactement services ça. Et puis, complémentaires, quoi. plus tu es spécialisé, plus tu as du réseau dans ce secteur, plus tu as les idées et puis plus tu as déterminé que c'est vraiment utile et que ça n'existe pas, plus tu vas te convaincre à un moment donné qu'il faut le lancer, quoi. Après, Bien sûr. beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes ont des idées, toujours pareil, mais les mettre en place, savoir les organiser, savoir les financer, tout ça, je pense que c'est le rôle d'un entrepreneur, effectivement, de pouvoir mettre ça en place. Et aujourd'hui, on est vraiment animé par ce genre de projet et on voit que c'est complémentaire, donc c'est dans notre lignée, donc on est à fond en ce moment dans ce projet-là, quoi. D'où l'importance de l'association dans votre cas, puisque la multi-activité nécessite à la fois financement,
du temps, bien sûr. des idées, et puis aussi de temporiser certaines choses, parce que j'imagine que des idées, voilà, on peut tous en avoir qui nous passent par la tête, mais certaines sont bonnes, d'autres pas. Donc on arbitre lorsqu'on est associé de savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, on teste aussi, et puis avoir des retours sur deux, trois ou quatre caractères différents nous permet aussi de savoir si cette idée va être bonne à appliquer ou pas, et donc de passer à l'action, puisque si on est associé, on est main dans la main, ça nous permet de sauter un peu plus loin, un peu plus fort dans l'action de toutes C'est ces activités, exactement quoi. ça. Le fait d'être trois, moi, je serais plus à Eh oui, attendre qu'on ait la solution parfaite. Peut-être qu'on a Ludovic qui dit non, non, mais on la lance et si c'est pas parfait, on fait et t'inquiète, on on verra. verra. Et on va avoir un Mika qui va peut-être être entre les deux. Et au final, ben, c'est ce qui fait qu'on va avoir une solution qui va rapidement fonctionner parce qu'on aura essayé de voir un maximum d'éléments. Et en même temps, c'est une solution qui va être vite sur le marché parce qu'à un moment donné, on a décidé de rapidement la commercialiser. Donc, quand on est tout seul dans son coin, je pense que c'est des décisions un peu compliquées à prendre. Savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'on ne se trompe pas. Je pense que là, on se pose moins de questions, on essaye, et puis dans tous les cas, on essaye, on rectifie. C'est comme ça que de toute façon, on développe une activité. Et, euh, et c'est souvent à base d'échecs aussi qu'on se construit en tant On apprend. qu'entrepreneur, de toute façon, qu'on apprend. Voilà, mais je pense que c'est la grosse différence entre les gens qui veulent entreprendre et qui passent le cap et qui vont à fond et qui sont capables à un moment donné de pivoter, comme on dit, d'orienter finalement une solution de manière différente parce qu'il n'avait pas vu comme ça. Et la personne qui finalement a la bonne idée, qui travaille pendant des années mais qui la sort jamais, quoi. Donc, euh, donc oui, c'est sûr qu'on revient un peu au mode associatif. Euh, je pense que c'est une vraie réussite, c'est un vrai challenge, c'est pas évident, ça c'est sûr, il faut bien choisir ses associés. Voilà, d'où Moi, la question que j'ai sur le bout de la langue. voilà, Euh, voilà, bien choisir ses associés. Alors, j'ai lu ou vu une interview, je sais plus, d'Éric Larchevêque, qui est investisseur bien connu dans le monde de la crypto, Bitcoin, pardon, euh, qui disait que voilà, pour choisir un associé, c'est simple. Tu prends un train, tu fais Paris-Poitiers, et à la sortie du train, si avec tu continues de parler avec cette personne, il y a eu de l'échange, voilà, des choses qui se sont créées durant le trajet. C'est peut-être un bon associé. Si par contre, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu sais plus quoi lui dire et qu'il y a une forme de malaise, oublie l'idée. l'idée. Ouais, non, c'est sûr que si tu es avec des associés et que tu n'arrives pas à échanger, ça sera compliqué. Dans tous les cas, les caractères peuvent être tellement différents qu'il ne faut pas que l'un prenne plus le pas que l'autre. Voilà, il faut que chacun ait sa position. Même sur l'ensemble des collaborateurs, il faut que ce soit assez clair aussi par rapport aux gens qui fait quoi, qui est qui, etc. Donc ça, Bien sûr. c'est vrai que c'est des choses qui sont super importantes. La gestion du temps, lorsqu'on est entrepreneur, alors même si on est associé et que a une charge mentale peut-être qui peut être transmise à nos associés, comme ça, on a des adjoints. Voilà. Mm. Euh, comment on gère son temps et sa famille? Alors la gestion du temps, elle est complexe. Elle n'est jamais de toute façon évidente, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié dans différents secteurs. Et c'est ce qui me pose question en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus d'outils, des smartphones, des logiciels, des PC, des tablettes, etc., pour au final gagner du temps. Et j'ai l'impression que tout le monde me dit, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais effectivement, je pense que le temps, on l'a, mais on le consacre finalement à d'autres choses. On a d'autres activités aussi parallèles. Je pense qu'on ne met pas forcément des fois l'énergie au bon endroit. On parle souvent de la règle des 80-20. Souvent, 80% des choses qu'on fait ne nous ramènent pas finalement 20% du chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de pertes aussi de temps. Voilà, je vois souvent les gens scroller sur leur téléphone. Ben, est-ce que c'est un intérêt particulier? Et quand on voit le cumul du temps passé sur un smartphone aujourd'hui, bah, c'est du temps qu'on ne fait pas autre chose. Donc, la gestion du temps, elle est complexe. C'est un travail au quotidien. Après, quand on la partage, moi j'ai quand même plutôt des valeurs d'équilibre, de liberté, de partage, etc. Donc c'est vrai que j'accorde beaucoup de temps à ma famille. Des fois c'est un peu décousu.
mais quand je le fais, j'essaie de le faire à fond. Effectivement, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément d'horaire. Ça peut être, tu es déjà au petit déjeuner avec ton PC ouvert en train d'ouvrir les mails. C'est une organisation parce que tu sais très bien que ta journée va être très rythmée par des rendez-vous. Ça va être des fois les week-ends, les soirs. Alors, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais en même temps, c'est ça le métier d'entrepreneur. Donc, il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit structuré, il faut un agenda, il faut des outils. Il y a pas mal d'outils qui existent. Il faut savoir déléguer, il faut savoir contrôler, manager. Donc, je pense que c'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre d'avoir des agendas, on va dire, plus sereins, plus précis, pour pouvoir à la fois déléguer du temps à des gens qui en demandent, parce que quand on a des collaborateurs, les collaborateurs nous sollicitent aussi. Donc, il faut pouvoir avoir ce temps-là aussi de disponible pour eux, tout en continuant de faire avancer les projets et ne pas oublier, ben, on va dire, tous les côtés loisirs, puisque ben, le sport, c'est quand tu es dans un état de bien-être, ben, tu es quand même mieux au travail aussi. Quand tu vois ta famille et que tu en profites, ben, tu es quand même mieux aussi, plus serein au boulot. C'est un Donc tout ça, équilibre. c'est un équilibre à avoir, à trouver. Et puis, être conscient à un moment donné de son agenda, quand je vois des gens qui prennent 5 rendez-vous dans la journée, bah oui, effectivement, mais là, ça sera compliqué dans tous les cas, parce que s'il y a un retard de rendez-vous, bah, les autres vont se décaler, etc. Enfin, souvent, je vois les médecins, tu as rendez-vous, t'as rendez-vous à 11 heures, et puis finalement, ils ont pris déjà du retard dès le premier patient. Tu arrives à midi, finalement, en consultation, mais tu sens que la journée va être compliquée pour les autres après, quoi. Donc, je pense que c'est une gestion à avoir. Il faut être formé aussi, hein. Il y a des outils, il y a des formations. Donc, moi, j'y attache une importance particulière et j'essaye petit à petit de m'améliorer là-dessus. Et sans cesse, je pense que dans tous les domaines qui gravitent autour de l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut continuellement se former par des podcasts, par exemple. C'est très bien d'écouter des podcasts, de lire, de voir des reportages, etc. et de s'inspirer de pas mal de choses aussi autour pour chaque jour apprendre et s'améliorer et améliorer finalement son quotidien, quoi. Donc, vaste sujet, la gestion du temps. Donc, tu es entrepreneur, associé, et j'ai cru comprendre que tu faisais partie du Blast Club à Toulouse. Donc, c'est un réseau d'investisseurs monté par Anthony Bourbon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors je suis animé effectivement par pas mal de choses aussi extra-professionnelles. Et ben notamment, voilà, Blast, j'ai rejoint Blast il y a 1 an et demi, Blast Club d'Anthony Bourbon, une sorte de plateforme qui permet d'investir dans les startups à partir d'un budget, on va dire, assez minime, puisqu'à partir de 1 000 euros, ce qui est très rare dans l'investissement dans les startups. Du coup, on a eu pas mal de membres qui sont inscrits sur cette plateforme et pour, on va dire, faire le relais ou la passerelle entre le staff Blast et les villes et les membres qui sont en province et à Paris, a été décidé de nommer des ambassadeurs. Du coup, on a eu un questionnaire à remplir, enfin, voilà, un petit examen de passage. Et donc, je me suis retrouvé à être ambassadeur avec Benjamin et Mathilde, avec qui je partage une superbe expérience. On a eu la chance de rencontrer justement Anthony Bourbon aussi à Paris, pouvoir échanger avec lui de manière un peu plus intimiste, puisqu'on n'est que 3 ambassadeurs par ville et il y a 12 ou 13 villes qui sont représentées en France. Donc, une chouette expérience et puis le fait de pouvoir continuer d'apprendre justement et d'évoluer dans ce milieu aussi des startups, de comprendre comment fonctionne une levée de fonds. Donc, des domaines qui m'intéressent et qui m'interpellent pour justement des projets à venir et la possibilité ben, justement de s'impliquer aussi dans des startups locales, puisqu'on accompagne des startups comme Flotti, enfin voilà, pas mal de startups qui peuvent être aussi dans le secteur toulousain. Donc, très intéressant, belle expérience, euh, très enrichissant en tout cas. Toujours intéressant hein, de pouvoir échanger avec des gens qui sont même d'un autre domaine d'activité, mais qui font les mêmes problématiques que soi. Ouais, puis on met en Et place qui,
des cohésions. On fait des C'est ça, after-work. c'est Donc, on fait chouette. pas mal de cohésion avec des membres qui viennent d'horizons divers. Donc, c'est très, très intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux considérer que tu as un mentor dans ton parcours? Alors, je dirais mentor, une figure de motivation. Bah, je dis toujours qu'il y a des gens inspirants. Après, on prend le bon qu'il y a à prendre dans chaque personne, mais ça peut être, voilà, moi je sais que mon enfance, c'était plutôt mon grand-père, mes parents, enfin mes proches, etc., sur lesquels j'ai pu m'inspirer. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on parle un petit peu d'Anthony Bourbon, qui peut être une personnalité, en tout cas inspirante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais une forme aussi de réussite, quelqu'un parti de rien et qui finalement C'est a élevé. s'est élevé à de grosses ambitions, a mis en place pas mal de choses. Et pour être un petit peu au cœur de l'action, je sais que c'est une personne qui est vraiment appréciée par son staff, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un de bon aussi. Euh, Après, voilà, des gens qui m'inspirent. Bah, bien sûr, j'ai rejoint Ludo, donc une personne qui m'a aussi motivé et encore plus fait aimer ce secteur de l'immobilier, du patrimoine, etc. Donc, pas réellement de mentor à proprement dit, mais des personnes inspirantes, oui. Que ce soit dans le milieu du sport, hein, comme Raphaël Nadal, puisque je suis aussi joueur de tennis et amoureux de la terre battue. Mais voilà, des gens qui, à un moment donné, se donnent une telle discipline. C'est impensable de voir ce palmarès-là. Je ne sais pas si j'en verrai d'autres d'ici là comme lui. Mais c'est ça, c'est ce genre de personnes ouais, qui peuvent m'inspirer au quotidien et qui me donnent aussi cette force de continuer de m'appliquer, me donner une organisation, une rigueur, une discipline dans ce que je fais, quoi. Effectivement. Question en vrac, j'en pose sur toutes mes interviews. Ok. Euh, Est-ce que tu es plutôt de la team retraite jeune ou au contraire, tu auras toujours une activité, donc travailler le plus tard possible? Je suis plutôt de la team retraite jeune, mais retraite jeune parce que finalement on l'a mérité et qu'on l'a bien travaillé et anticipé. Et me dire, je vais pouvoir, en tout cas c'est mon cas et mon envie, de pouvoir avoir une sorte de pré-retraite en me disant, je vais travailler un petit peu moins c'est parce que ben, j'ai des choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent bien. Par contre, je vais avoir cette volonté de transmettre parce que je pense que j'aurai plus de temps à y accorder pour du mentorat d'entrepreneurs, pour accompagner des créateurs d'entreprises, parce qu'il y a des activités qui me passionnent. Là, je vois en ce moment, c'est rigolo, mais on me sollicite pour de la création de logos, par exemple. Une amie qui me sollicite là-dessus. Ben, voilà, je prends du temps moi aussi pour ce genre de choses. Et je me dis, ben, peut-être qu'à l'avenir, j'aimerais le faire plus souvent pour une stratégie d'entreprise, etc. Et en me disant, ben, je ne cherche pas réellement de travail parce que j'ai suffisamment peut-être de un parc immobilier locatif qui me génère de revenus et des entreprises qui fonctionnent. Donc, je me vois avoir beaucoup d'activités, mais avoir cette liberté de pouvoir choisir en tout cas. Moi, je pense que voilà, c'est mon envie et c'est ce que je conseillerais aussi aux gens. Je pense que d'avoir la liberté de choisir, c'est quand même mieux que De de luxe, se le faire imposer, quoi. Ça fait. bien sûr. Encore question au fond immobilier. Tu es plutôt de la team investissement avec un gros taux de rendement, donc du type coloc, immeuble de rapport, ou plutôt patrimonial? Ne me dis pas les Alors, deux. encore une fois, de quoi? Ne me dis pas les deux, il faut choisir. Non, alors je dirais, vu que j'ai commencé par ça, gros taux de rendement, quoi. Parce que j'ai commencé par ça. Mais petit à petit, c'est vrai qu'on va un peu plus sur le patrimonial aussi, quoi. Bah, En par vieillissant? exemple, les bureaux qui sont là derrière moi, c'est typiquement pas du rendement, mais plutôt du patrimonial. On est situé en plein centre-ville de Toulouse. Je vous laisse imaginer les prix au mètre carré ici. La location, c'est nous qui la faisons. Donc voilà, pas de rendement, mais du patrimoine pour l'avenir. Et je pense D'ailleurs, qu'on. mettez-nous en commentaire, vous êtes en train de regarder la vidéo. Peux-tu nous dire le nombre de mètres carrés du plateau et allez, le type que ça pourrait devenir en appartement, parce qu'aujourd'hui ce sont des bureaux.
Donc, est-ce que c'est plutôt un T4-5, un 5-6? Enfin, voilà. Alors, dans la config où il est aujourd'hui, on est sur 170 mètres carrés de plateau. On peut imaginer une chambre de chambre, peut-être le salon séjour ici, cuisine. On peut imaginer quatre chambres. Voilà. Donc, Donc un le tout T5. refait à neuf. On peut imaginer un grand T5. Donc, entre la place Wilson et la place Capitole, mettez-nous en commentaire une fourchette. Allez, vous avez le droit de vous tromper de. Avec le charme de la briquette, hein, Voilà. tout Vous avez le droit week-end. de vous tromper de 15 000. Allez. Est-ce T'offres que un tu cadeau plus pourrais. tard ou pas? Oui, 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 bon, on va trouver un cadeau. Ok. Eh ben, pourquoi pas un rendez-vous avec toi pour une analyse patrimoniale, tiens. Très bien. Allez, Voilà, chiche. ça peut être un joli cadeau. Ta plus belle réussite ou victoire de vie, que ce soit perso ou pro, je laisse le choix là-dessus. Plus belle réussite, je pense qu'elle est globale, c'est d'avoir le choix de faire ce que j'ai envie de faire. D'avoir gardé des associés qui sont devenus amis et avec qui ça se passe très bien. D'avoir un ami qui a été associé et avec qui je suis encore ami. Je pense que c'est plutôt des victoires humaines plutôt que financières. Le financier, effectivement, va venir avec, mais j'accorderai plus d'importance finalement aux valeurs humaines, les liens que j'ai pu tisser avec des collaborateurs et les associés. Je pense que ça, c'est ma grande réussite et je pense que c'est ce que je fais de mieux en tout cas. Que tu pourrais nous citer, alors un regret ou un échec, même si chaque échec nous fait avancer dans la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête comme ça? Malheureusement, j'ai pas eu trop d'échecs. Euh, je me souviens juste d'un examen. J'ai eu un échec à un examen, mais c'était pour avoir le brevet de pilote aéronautique. Mais c'était pas une volonté de ma part et je voulais pas absolument l'avoir. Mais j'ai pas réellement eu d'échecs, des regrets. Je pense que c'est de ne pas être suffisamment vigilant et formé sur la partie management qui peut parfois être compliquée. Des fois, je prends un peu trop à cœur les choses et c'est vrai que de ne pas être détaché autant des gens, ben, ça peut te mettre en souffrance. Donc oui, j'ai passé des nuits compliquées. Donc peut-être de ne pas avoir travaillé suffisamment cet aspect-là. Voilà, maintenant, est-ce que c'est une volonté de le faire ou de garder son naturel? C'est d'autres questions aussi. Je me considère plus comme un gestionnaire de projet finalement qu'un manager. Donc, je pense que ma voie, elle est vraiment sur la gestion de projet. Et c'est vrai que le côté management, pour moi, est plus compliqué, surtout dans des phases dures, que ce soit sur des fois des départs de collaborateurs, des choses comme ça qui peut me perturber en tout cas. Donc, on va dire qu'à regret, c'est de travailler là-dessus, quoi, de plus me former sur ce genre de choses. Question un peu plus légère. Alors celle-ci, je la pose vraiment à chacun de mes invités. Tu as une table et 6 chaises. Tu te gardes bien évidemment la sixième chaise. Tu as 5 invités. Pour passer une bonne soirée, quels seraient ces invités? Alors, malheureusement, il n'y aura pas assez de chaises pour mes amis. Donc, du coup, je ne vais C'est le jeu. pas partir là-dessus. Non, mais je pense que je prendrai des gens de divers horizons, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais je prendrai un humoriste, déjà pour animer la soirée, ça serait pas mal. Et pour moi, l'humoriste qui me plaît le plus en ce moment, c'est Jérôme Commandeur. Ah Donc, oui, ne très serait-ce que bon. voir sa tête, déjà, je rigole. Je ne sais pas pourquoi. Il a déjà un Il a une faciès, bonhomie, ouais. ouais, une bonhomie. J'ai Mm, toujours mm. trouvé ce gars-là vraiment très marrant, pince sans rire, très fin finalement dans son humour. Tout à Donc, je fait. pense qu'on pourrait bien rigoler. J'y mettrais un sportif, je dis Raphaël Nadal, sans grosse surprise, qui est pour moi un des sportifs les plus talentueux de cette génération-là. Donc, je mettrais Raphaël Nadal, je mettrais Anthony Bourbon. Je pense que ça peut être marrant aussi de pouvoir l'amener un peu plus sur cet univers-là de sport,
de rire, etc., de pouvoir détendre un petit peu et lui prouver que on peut vraiment passer du bon temps, puisqu'il est vraiment, c'est un acharné du travail, donc passer vraiment du bon temps avec ces personnes-là. Euh, on va mettre une femme quand même, non? Parce que ça fait un peu. Bien sûr. Je mettrais Sophie Marceau. Ah, Voilà. Pour moi, c'est peut-être voilà une personnalité que j'aimerais rencontrer un jour, mais voilà que je trouve naturellement belle, je trouve intelligente, que je trouve engagée, une personnalité qui est assez engagée aussi. Bon, qui a bercé mon enfance, hein, les films La Boum, Bravart, etc. Bon, bref. moi, c'est mon crush de jeunesse, Sophie Marceau. Bon, crush, voilà. On va pas dire le mot, mais il est lâché, quoi. Ça y est, crush. Eh oui. Et ensuite, je mettrai quand même mon ami associé qui a été quand même un tremplin pour moi sur l'activité d'entrepreneur. Et vu que quand même c'est la thématique de ce podcast, mon ami Arnaud, donc d'Air sur la Dour, avec qui j'ai démarré, on va dire, le métier d'entrepreneur, quoi. Si on Pour peut dire que boucler c'est un la métier. boucle. Voilà. Si tu On a devais les cinq là. me... On a les Oui, on a les cinq, cinq. tout à fait. Ok. Ouais, ouais. Jérôme Commandeur, Raphaël Nadal, Anthony Bourbon, Sophie Marceau, ainsi qu'Arnaud, ton premier associé. Et je pense, tu vois, on pourrait, je sais pas, demander à l'intelligence artificielle d'en faire vraiment une table, tu vois, pour voir ce que ça donne. Quelle allure ça Et, pourrait donner, tu vois. et qu'il nous simule une conversation. Exactement. Petit challenge Qui à rigole faire. le premier? On verra. Pareil, si tu devais me conseiller une personne, ou à qui conseillerais-tu de passer par En Off Podcast afin d'être interviewé? Alors, en off, dans mon entourage, je proposerais en tout cas que tu puisses contacter ou que lui, ton contact, je ne sais pas dans quel sens, mais un ami aussi de toujours, de longue date, puisque lui, c'est un ami vraiment, je pense que c'est mon ami le plus ancien en tout cas, que j'ai connu vraiment sur les bancs de l'école. C'est Julien Ferrazo, qui détient une entreprise qui s'appelle CKP Engineering. C'est un passionné de sport automobile. C'est un ingénieur qui a passé pas mal de temps chez Peugeot Sport notamment, donc pour le Dakar, pour 24 heures du Mans, etc. Qui développe des prestations de fou pour ces enseignes-là, qui développe aussi des produits. Donc tu vois, c'est une personne aussi qui a su aujourd'hui Multi. pivoter puisqu'il était parti vraiment dans la prestation de service. Et il s'est aperçu que bah, il était en train d'étudier pas mal de choses pour mettre en place et améliorer le sport automobile. Bah, du coup, il a créé son propre produit qu'il est en train de commercialiser à l'international, qui fait un carton que j'ai pu tester, que j'ai pu utiliser, qui est incroyablement dingue. Et tout ça en revenant dans les Landes, puisqu'il est revenu dans les Landes établir son bureau d'études. Et du coup, bah, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. C'est une vraie source d'inspiration aussi. Donc, je pense que ça pourrait lui plaire. L'exercice pourrait lui plaire. Qui nous écoute, l'invitation est lancée. Voilà. Donc je te demanderai de lui partager la vidéo, comme ça Ouais, je lui il dis. sera Je lui invité enverrai. en direct sur YouTube, quoi. Ça pourrait être marrant. Avec grand plaisir. Merci Johan pour ce partage, pour ton temps, pour toute cette expérience. J'imagine qu'on aura peut-être l'occasion de faire un numéro 2, puisque les activités ne manquent pas. Et donc, il y aura peut-être retour sur toutes ces expériences naissantes, hein, puisque tu lances plusieurs activités à venir. Et sauf erreur de ma part, il y a un beau projet qui se met en place dans très peu de temps. Ouais, il y a un projet familial, tu vois, la gestion du temps, ça fait partie de mes priorités et depuis quelques années, on avait un projet familial en tête et il prend forme là dans les jours, semaines à venir, donc avec un road trip aux États-Unis en famille, donc femme et enfants. Donc voilà, nouveau projet qui, je pense, va nous ravir et va nous en mettre plein les yeux et avec une expérience certainement à partager et à diffuser. Donc, on est très content et très heureux de pouvoir se mettre en route dans ce projet-là. Mais profite-en un maximum, à la fois de ce projet, mais aussi de ta petite famille.
et on se dit à très très bientôt. Ben, merci Alex pour l'invitation Merci à toi. et pour le format. En tout cas, c'est très sympa. Je te Merci. souhaite pleine réussite. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Ciao. Bonne.